Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite un peu inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des concepts précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français chapitre 31 et chapitre 32. Je répète, chapitre 31 et chapitre 32 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte de ces deux chapitres, il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied de roi et s'est mis à mesure et s'est mis à mesure de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt c'est cela, tantôt ce n'est pas cela. J'ai demandé aux gendarmes qui c'était. Il paraît que c'est une pièce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures. Sa besogne finie, il s'est approché de moi et en me disant avec sa voix éclatante, mon bon ami, dans 6 mois, cette prison sera beaucoup mieux. Et son geste semblait ajouter, vous n'en jouirez pas, c'est dommage. Il souriait presque, j'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat et chevron, s'est chargé de la réponse. Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. L'architecte s'en est allé. Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. Chapitre 32. Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme auquel, ingrat égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main, un autre l'a remplacé comme affront déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournais le dos à la porte, assis devant la table. Je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main, et mes pensées troublaient mon esprit. Un léger coup frappé sur mon épaule m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme avec qui j'étais seul. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. Criminel, avez-vous bon cœur? Non, lui ai-je dit. La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant. On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. Pourquoi? Non. Ai-je répliqué, si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi, où voulez-vous en venir? Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. 2 mots seulement, voici, si vous pourriez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûtât rien, est-ce que vous ne le feriez pas? J'ai haussé les épaules. Est-ce que vous arrivez de Charenton? Vous choisissez un singulier vase pour épuiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un. Elle a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune,
tout cela me sera venu de vous. Voici, je suis un pauvre gendarme, le service est lourd, la paye est légère, mon cheval est à moi et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout de sûrs. Je tombe toujours à côté le 76, elle sort le 77. J'ai beau de les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros, 3 bons. Je n'ai pas peur des revenants. Soyez tranquille, voici mon adresse. Caserne, Popicourt, escalier A numéro 26 au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Venez même ce soir si cela vous est plus commode. J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. Écoute, lui ai-je dit en faisant la comédien le comédien autant que le peut faire celui qui va mourir. Je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions à une condition. Il ouvrait des yeux stupides. Laquelle? Tout pour tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. Si ce n'est que cela, s'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise, j'observais tous ses mouvements, mon cœur palpitait, je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme et la place et la rue et le palais de justice derrière moi, mais il s'est retourné d'un air indécis. Ah ça, ce n'est pas tout pour sortir d'ici. J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite. Il m'a interrompu. Ah bien non. Tiens, et mes numéros pour qu'ils soient bons. Il faut que vous soyez mort. Je me suis rassis, muet et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le personnage qui entre dans la cellule du narrateur et quelle est sa profession? D'après la supposition initiale du narrateur et la révélation du geôlier. Question 1. Quel est le personnage qui entre dans la cellule du narrateur et quelle est sa profession d'après la supposition initiale du narrateur et la révélation du geôlier? La réponse. Un monsieur entre dans la cellule du narrateur initial. Le narrateur suppose que c'est un architecte ou un maçon. Le geôlier révèle ensuite qu'il s'agit d'un dessinateur venu prendre l'empreinte de sa tête. Question 2. Dans quel but le dessinateur prend-il l'empreinte de la tête du narrateur? Question 2. Dans quel but le dessinateur prend-il l'empreinte de la tête du narrateur?
La réponse, le dessinateur prend l'empreinte de la tête du narrateur pour réaliser un portrait qui sera montré au peuple le jour de son exécution. La question 3. Comment le narrateur réagit-il? Réagit-il à l'annonce de la venue du dessinateur et au but de sa visite? Question 3. Comment le narrateur réagit-il à l'annonce de la venue du dessinateur et au but de sa visite? La réponse. Le narrateur réagit avec une étrange curiosité au début. Après avoir compris le but de la visite, il réalise que sa tête est déjà considérée comme une chose publique. À la fin de l'extrait, elles se sont muées et plus désespérées que jamais. Question 4. Quelle est la dernière propriété que la loi confisque au narrateur selon ses propres termes? Question 4. Quelle est la dernière propriété que la loi confisque au narrateur selon ses propres termes? La réponse, selon le narrateur, la dernière propriété que la loi lui confisque est sa tête. Question 5. Quelles sont les dernières étapes qui séparent le narrateur de la mort? Mentionnées dans le troisième paragraphe. Question 5. Quelles sont les dernières étapes qui séparent le narrateur de la mort? Mentionnées dans le troisième paragraphe. La réponse. Les dernières étapes qui séparent le narrateur de la mort sont quelques instants et quelques murs après le rejet de son pourvoi et le refus de sa grâce. Question d'analyse et de langue. Question 6. Analysez l'emploi du futur antérieur dans la phrase. Ce sera pour le portrait qu'on montrera au peuple le jour de mon exécution. Quel effet produit ce temps verbal dans ce contexte? Question 6. Analyse l'emploi du futur antérieur dans la phrase. Ce sera pour le portrait qu'on montrera au peuple le jour de mon exécution. Quel effet produit ce temps verbal dans ce contexte? La réponse. L'emploi du futur antérieur, ce sera exprime une action future qui sera accomplie avant notre moment futur, le jour de l'exécution. Dans ce contexte, il souligne l'inéluctabilité de l'exécution et la préparation de cet événement alors que le narrateur est encore en vie. Cela crée un effet de présage funèbre et met en lumière l'absurdité de s'occuper de son image post-mortem. La question 7. Relevez une métaphore dans le deuxième paragraphe et expliquez sa signification. La réponse. La métaphore est ma tête est déjà comme une chose publique. Cette métaphore signifie que le narrateur n'a plus aucun contrôle sur sa propre personne, en particulier sur sa tête qui sera bientôt exposée. Elle est devenue un objet appartenant à la société, destiné à être observé et potentiellement utilisé. Pour l'étude, après l'exécution, cela exprime sa déshumanisation et sa perte totale de droit. Question 8. Identifiez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe et expliquez comment il contribue à l'atmosphère du texte. Question 8. Identifiez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe et expliquez comment il contribue à l'atmosphère du texte. La réponse. Le champ lexical dominant dans le premier paragraphe est celui de la mesure et de l'observation technique. Pied de roi, mesure, chiffre, examine,
solidité, réparation, empreinte. Ce champ lexical crée une atmosphère froide, objective et distanciée. Le dessinateur est décrit comme un technicien accomplissant une tâche sans considération pour l'être humain qu'elle observe. Cela contraste avec la situation dramatique du narrateur. Question 9. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énumération? Le bourreau, le chirurgien, les curieux, tous endroits de la regarder. Quel est l'effet produit? Question 9. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans les numérations? Le bourreau, le chirurgien, les curieux, tout endroit de la regarder. Quel est l'effet produit? La réponse, il s'agit d'une énumération. L'effet produit est de montrer la diversité des personnes qui considéreront la tête du narrateur comme un objet, en plaçant le bourreau et le chirurgien impliqué dans l'exécution de l'étude du corps au même niveau que les curieux, motivés par la simple, la simple curiosité morbide. Et l'énumération souligne l'objectivation et le manque de respect pour la dignité du condamné. Question 10. Analysez l'emploi des adjectifs étranges et matériels dans la phrase. Cet homme me faisait l'effet d'être une des 1000 choses matérielles qui, après ma mort, se mettront entre moi et le jour, entre moi et le soleil. La réponse, l'adjectif étrange qualifie la curiosité du narrateur, soulignant son caractère particulier mêlé des fascinations et de distance face à ce processus macabre. L'adjectif matériel qualifie les choses qui s'interposeront entre lui et la vie, symbolisées par le jour et le soleil. Cela renforce l'idée que, après sa mort, il ne sera plus qu'un objet parmi d'autres, privé de toute existence consciente et spirituelle. Ces adjectifs contribuent à une atmosphère de détachement et de résignation. Question 11. Réécrivez la phrase par un synonyme. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant le mot souligné par un synonyme plus soutenu. J'ai d'abord cru que c'était un architecte, un maçon peut-être. Je répète la question 11. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant le mot souligné par un synonyme plus soutenu. J'ai d'abord cru que c'était un architecte. Architecte, le mot est l'architecte. Un maçon peut-être. La réponse. J'ai d'abord cru que c'était un architecte, un maçon éventuel. La question 12. Analysez la structure de la phrase. Mon pourvoi rejeté, ma grâce refusée, il n'y a plus entre moi et la mort que quelques instants et quelques murs. Quelle est la fonction des deux premières propositions? Question 12. Analysez la structure de la phrase. Mon pourvoi rejeté, ma grâce refusée, il n'y a plus entre moi et la mort que quelques instants et quelques murs. Quelle est la fonction des deux premières propositions? La réponse, la phrase commence par deux participes passés employés avec une valeur de proposition subordonnée de cause. Mon pourvoi rejeté et ma grâce refusée expliquent la conséquence exprimée dans la proposition principale. Il n'y a plus entre moi et la mort que quelques instants et quelques murs. Cette structure met en évidence le lien direct et inéluctable entre la décision de justice et l'imminence de la mort. Question 13. Expliquez l'ironie présente dans la phrase. Ainsi, pendant que je vis encore,
On m'occupe déjà de la figure que je ferai quand je serai mort. Question 13. Expliquez l'ironie présente dans la phrase ainsi. Pendant que je vis encore, on s'occupe déjà de la figure que je ferai quand je serai mort. La réponse, l'ironie réside dans le contraste entre l'activité des autres, préparer son image après la mort, à l'inaction forcée du narrateur qui est encore vivant mais impuissant face à son destin. L'absurdité de se préoccuper de son apparence post-mortem alors que sa vie est plus le point de s'achever est dénoncée de manière implicite. Question 14. Quel est le registre de langue dominant dans cet extrait? Justifiez votre réponse par des exemples. La réponse, le registre de langue dominant dans cet extrait est le registre courant, après des incursions dans un registre plus soutenu. On trouve un vocabulaire précis et une syntaxe correcte, caractéristique du registre courant. L'architecte, réparation, curiosité, cependant l'emploi de termes comme inéluctabilité, post-mortem et la réflexion philosophique du narrateur témoignent un certain niveau de formalité se rapprochant du registre soutenu. La question 15. Relevez une expression qui montre la passivité du narrateur face à l'événement. Réponse. L'expression et moi, je n'y ai plus rien à dire, montre clairement la passivité et l'impuissance du narrateur face aux préparatifs de son exécution. Passons à la production écrite. Le sujet. Dans cet extrait, le narrateur exprime un sentiment de déshumanisation face à la machine judiciaire et à l'imminence de sa mort. Je répète, dans cet extrait, le narrateur exprime un sentiment de déshumanisation face à la machine judiciaire et à l'imminence de sa mort. Pensez-vous que la peine de mort est une peine qui respecte la dignité humaine? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples tirés éventuellement des œuvres étudiées et de vos connaissances personnelles. Les critères de la correction de la production écrite. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite, laquelle la question de la peine de mort soulève un débat éthique fondamental concernant le respect de la dignité humaine. Dans Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo dépeint avec une intensité poignante les souffrances physiques et surtout morales endurées par un homme dans l'attente de son exécution. Cette immersion dans la conscience du condamné révèle une déshumanisation inhérente à la machine judiciaire, où l'individu est réduit à un objet, un corps bientôt anéanti par la sentence. Pensez la peine capitale, comme une mesure respectueuse de la dignité humaine, apparaît alors paradoxale. Un argument central contre la peine de mort réside dans son caractère irréversible et la possibilité d'erreur judiciaire. Ôter la vie à un individu, c'est lui retirer toute possibilité de rédemption ou de correction à une dimension essentielle à la dignité humaine. L'histoire de Claude Gueux, un homme poussé au vol par la misère et exécuté, illustre la faillite d'une société incapable d'éduquer et de réhabiliter, préférant une solution finale et brutale. Hugo souligne l'absurdité de cette logique punition, appelant à une réflexion profonde sur le rôle de la justice et la valeur de chaque vie. En conclusion, la peine de mort, telle qu'elle est décrite par des auteurs comme Victor Hugo, apparaît comme une atteinte fondamentale à la dignité humaine. Elle nie la possibilité de l'erreur. La valeur de la réhabilitation est réduite. L'individu a une existence éphémère, annihilée
par un acte froid et définitif. Un système judiciaire véritablement respectueux à la dignité humaine devrait privilégier des peines qui permettent à la justice la réparation et la réinsertion plutôt que la suppression irrévocable d'une vie. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.